Bonjour, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas pourquoi je baisse toujours la tête, pardon. Je baisse toujours la tête sur bien, comme si je ne croyais pas que vous puissiez aller bien. Je sais pas, non, c'est pas ça, c'est juste... excusez-moi, de la gêne, je crois. Donc, je vous le dis, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour le bruit. Je vais reprendre tout de suite la lecture de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Nous en étions, si je ne m'abuse, au chapitre 22. Pardon, il est loin. Le chapitre 22. Voilà. Excusez-moi. Ah, parfait. Non, je n'ai pas beaucoup de temps, donc c'est parfait. Chapitre 22. Mr. Rochester ne m'avait donné qu'une semaine de congé. Je ne quittais pourtant Gateshead qu'au bout d'un mois. J'aurais voulu partir aussitôt après les funérailles, mais Georgiana me supplia de rester jusqu'au moment de son départ pour Londres, où elle venait enfin d'être invitée par son oncle, Mr. Gibson, venu pour s'occuper de l'enterrement de sa sœur et régler les affaires de famille. Georgiana disait qu'elle redoutait de rester seule avec Eliza, auprès de qui elle ne trouvait pas de sympathie dans sa tristesse, pas de soutien dans ses effrois, pas d'aide dans ses préparatifs. Je supportais donc, dans la mesure du possible, les découragements de ce caractère faible, ainsi que ses égoïstes lamentations, et me mis à coudre et à emballer ses robes de mon mieux. Il est vrai que pendant que je travaillais, elle restait oisive, ce qui me faisait dire en moi-même « Si vous et moi étions destinés à vivre toujours ensemble, ma cousine, nous partirions sur un autre pied. » Je n'accepterai pas de tout supporter aussi servilement, je vous assignerai votre part de labeur et je vous obligerai à l'accomplir, sinon personne ne la ferait à votre place. J'insisterai également pour que vous enfermiez dans le silence de votre cœur certaines de vos jérémiades languissantes, à demi sincères. C'est seulement parce que nos relations sont tout à fait passagères, à un moment particulièrement douloureux, que je consens à me montrer patiente et conciliante. Enfin, je vis partir Georgiana. À son tour, Eliza me pria de rester encore une semaine. Ses projets, disait-elle, exigeaient tout son temps, tous ses soins, car elle était sur le point de partir pour un endroit inconnu. Elle passait toute la journée enfermée dans sa chambre, la porte verrouillée à l'intérieur, remplissant des malles, vidant des tiroirs, brûlant des papiers, sans communication avec personne. Elle me demanda donc de m'occuper de la maison, de recevoir les visiteurs et de répondre aux lettres de condoléances. Un matin, elle me dit que je pouvais reprendre ma liberté, puis ajouta « Je vous suis bien obligée pour vos précieux services ainsi que pour votre discrétion. Il est bien différent de vivre avec quelqu'un comme vous ou de vivre avec Georgiana. Vous accomplissez votre tâche dans la vie, vous, et n'êtes un fardeau pour personne. Demain, continua-t-elle, je pars pour le continent. Je vais m'installer dans une maison religieuse près de l'île, dans un couvent, diriez-vous. J'y serai tranquille et en paix. Je consacrerai quelque temps à l'examen des dogmes de l'Église catholique romaine, à une étude attentive de leurs rouages, et si, comme je suis portée à le croire, ils me paraissent les plus propres à assurer l'accomplissement satisfaisant et équilibré de tous nos actes, j'adopterai la doctrine de Rome et je prendrai probablement le voile. Je ne manifestais aucune surprise devant cette décision et n'essayais pas de la dissuader. La vie en religion vous conviendra tout à fait, pensai-je. Grand bien vous fasse. Au moment de nous séparer, elle me dit « Au revoir, cousine Jane Eyre, vous avez du bon sens, je vous souhaite d'être heureuse. » À quoi je répliquai « Vous n'êtes pas dépourvue de bon sens vous-même, cousine Eliza, mais ce que vous en possédez sera, je le suppose, emmuré vivant d'ici 1 an dans un couvent de France. Cependant, cela ne me regarde pas. Si c'est ce qui vous convient, je n'ai pas à m'en préoccuper. » « Vous avez raison, dit-elle. Sur ces mots, nous nous dirigeâmes chacune de notre côté. Comme je n'aurai plus l'occasion de reparler d'elle ni de sa sœur, je puis aussi bien dire maintenant que Georgiana fit un avantageux mariage en épousant un homme riche, mondain et sur le retour, qu'Eliza prit effectivement le voile et qu'elle est actuellement supérieure du couvent où elle avait fait son noviciat et auquel elle légua sa fortune.
Ce que l'on éprouve en rentrant chez soi après une longue ou brève absence m'était inconnu. Je n'avais jamais éprouvé cette sensation. Je savais ce qu'était, dans mon enfance, le retour à Gators Head après une longue promenade où j'étais grondée pour mon air triste et abattu. Et, plus tard, le retour de l'église à Lowood avec l'ardent et vain désir d'un copieux repas et d'un bon feu. Aucun de ces retours n'était bien agréable, ni désirable. Nul aimant dont la force d'attraction croît à mesure que l'on approche ne m'attirait en un endroit déterminé. Il restait à faire l'expérience du retour à Thornfield. Mon voyage fut ennuyeux, très ennuyeux. 50 000 dans la journée, une nuit passée à l'auberge, encore 50 000 le lendemain. Durant les 12 premières heures, je pensais aux derniers moments de Mrs. Reed. Je revoyais son visage pâle et défait. J'entendais sa voix étrangement changée. J'évoquais le jour des funérailles, le cercueil, le char funèbre, le cortège des fermiers et des domestiques en deuil. Les parents étaient peu nombreux. Le caveau béant, l'église silencieuse, le service solennel. Ma pensée se reporta alors sur mes cousines. Je voyais Georgiana, point de mire d'une salle de bal, Elisa, hôte d'une cellule de couvent. Ma réflexion se porta alors sur les différentes particularités de leur personne et de leur caractère que je me mis à analyser. En arrivant le soir dans la grande ville, ces souvenirs s'évanouirent et la nuit fit prendre à mes pensées un tout autre cours. Couché dans le lit de l'auberge, j'oubliais le passé pour interroger l'avenir. Je revenais à Thornfield, mais pour combien de temps? Pas longtemps, cela, j'en étais sûre. Pendant mon absence, j'avais reçu des nouvelles de Mrs. Fairfax. Les invités du manoir s'étaient dispersés. Mr. Rochester était à Londres depuis 3 semaines et devait revenir dans 15 jours. Mrs. Fairfax supposait qu'il était allé prendre des dispositions en vue de son mariage, car il avait parlé d'acheter une nouvelle voiture. Elle disait que l'idée de Mr. Rochester d'épouser Miss Ingram lui paraissait toujours singulière. Mais, d'après ce que tout le monde racontait, d'après ce qu'elle-même avait vu, elle ne pouvait plus douter que l'événement n'eût lieu prochainement. Vous seriez d'une extraordinaire incrédulité si vous en doutiez, pensai-je. Moi, je n'en doute pas. Une question se posait dès lors. Où aller? Je rêvais toute la nuit de Miss Ingram. Dans un rêve du matin, d'une vivante réalité, je la vis fermant sur moi les grilles de Thornfield, me montrant du doigt une autre direction. Mr. Rochester, les bras croisés, nous regardait, elle et moi, avec un sourire qui me parut sardonique. Je n'avais pas informé Mrs. Fairfax du jour précis de mon retour, car je ne voulais pas qu'une voiture, charrette ou carrosse vînt m'attendre à Millcote. Je me proposais de faire le chemin à pied, tranquillement et seule, et ce fut très tranquillement, après avoir confié ma malle aux soins du valet, que je sortis sans bruit de l'auberge du roi George, vers 6 heures, un soir de juin, et pris la vieille route de Thornfield qui passait à travers champs dans presque tout son parcours et était, à présent, peu fréquentée. Cette soirée d'été, sans être splendide, éclatante, était cependant douce et belle. Tout le long de la route, les faneurs étaient au travail. Le ciel, loin d'être sans nuages, promettait du beau temps pour le lendemain. Le bleu de ce ciel, visible par endroits, était doux et stable. Ces nuages, de légers stratus, flottaient à une grande hauteur. L'Occident annonçait la chaleur. Nulle trace d'humidité ne refroidissait l'atmosphère. Il semblait que derrière un écran de vapeur marbrée, un feu était allumé, un autel embrasé. À travers les interstices rayonnait une rougeur dorée. J'étais heureuse de voir le chemin diminuer devant moi, si heureuse que je m'arrêtais soudain pour me demander ce que signifiait cette joie et rappeler à ma raison que la maison vers laquelle je me dirigeais n'était pas la mienne, ni un lieu de repos où je pourrais demeurer toujours, où de tendres amis m'attendaient, guettant mon retour. Sans doute, me disais-je, Mrs. Fairfax va-t-elle t'accueillir avec un calme sourire et Adèle va-t-elle battre des mains et bondir en te voyant? Mais tu sais fort bien que c'est à un autre que tu penses qui, lui, ne pense pas à toi. Mais qu'y a-t-il de plus obstiné que la jeunesse, de plus aveugle que l'inexpérience? Et toutes deux proclamaient que le seul privilège de revoir Mr. Rochester, qu'il pensât à moi ou non, était un plaisir suffisant.
Elle me disait aussi de me hâter pour être près de lui pendant que je le pouvais encore, que dans quelques jours, quelques semaines au plus, je serais séparée de lui pour toujours. J'étouffais alors l'angoisse qui venait de naître en moi, chose informe que je ne voulais ni faire mienne ni entretenir, et je pressais le pas. On fait aussi les foins dans les prairies de Thornfield, ou plutôt les faneurs quittent juste leur travail pour s'en retourner chez eux, le râteau sur l'épaule, au moment où j'arrive. Je n'ai plus qu'un champ ou deux à parcourir avant de traverser la route et d'atteindre les grilles, comme les haies sont pleines de roses. Mais je n'ai pas le temps d'en cueillir, il me tarde d'être à la maison. Après avoir passé à côté d'un grand églantier qui projetait en travers du sentier ses branches couvertes de feuilles et de fleurs, j'aperçois l'étroit échalier avec ses degrés de pierre et je vois Mr. Rochester, assis là, un carnet et un crayon à la main. Il est en train d'écrire. Voyons, ce n'est pas une apparition, et pourtant tout mon système nerveux est ébranlé. Pendant un instant, je ne suis plus maîtresse de moi. Qu'est-ce que cela signifie ? Je ne m'attendais pas à trembler ainsi en voyant, ni à perdre la voix et la faculté d'avancer en sa présence. Je vais faire demi-tour dès que je pourrai bouger. Je ne tiens pas à me couvrir ainsi de ridicule. Je connais un autre chemin qui conduit à la maison. En aurais-je connu 20, peu importe, il m'a vu. « Oh là !» crie-t-il, levant son carnet et son crayon. « Vous voilà ! Approchez, je vous en prie !» Je suppose que je m'approche, mais je ne puis dire comment. Je suis à peine consciente de mes mouvements. Uniquement préoccupée de paraître calme et surtout de contrôler le jeu des muscles de mon visage que je sens en insolente rébellion contre ma volonté parce qu'ils expriment avec trop d'évidence ce que je voulais dissimuler. Mais j'ai une voilette, elle est baissée. Peut-être vais-je arriver à cacher décemment mon trouble. Et voici donc Jane Eyre. Venez-vous de Millcote à pied ? Oui, c'est bien là un de vos tours. Au lieu de demander qu'on vous envoie chercher de rentrer, comme le commun des mortels, dans une voiture dont le bruit résonne sur les rues et les routes, vous vous glissez furtivement vers votre maison à la nuit tombante, tel un rêve, telle une ombre. Que diable avez-vous fait pendant ce dernier mois ? J'étais auprès de ma tante, qui est morte, monsieur. Voilà une réponse digne de Jane. Bons anges, secourez-moi. Elle vient de l'autre monde, du séjour des morts, et m'annonce cela quand elle me rencontre ici, tout seul, au crépuscule. Si j'osais, je vous toucherais afin de m'assurer si vous êtes une réalité ou un esprit, elfe que vous êtes. Mais autant essayer de saisir la lueur bleue d'un feu follet des marais. Après s'être tué un moment, il ajouta « Vagabonde, vagabonde, absente loin de moi tout un mois et m'ayant complètement oublié, je le jurerais. » Je savais que ce serait un plaisir de revoir mon maître, en dépit de la crainte de ne l'avoir plus bien longtemps pour maître, en dépit de la certitude de n'être rien pour lui qui gâtait ce plaisir. Mais Mr. Rochester avait toujours, je le pensais du moins, le don si merveilleux de dispenser le bonheur que goûter seulement aux miettes qu'il répandait devant un oiseau errant et étranger, tel que moi, devenait un festin délectable. Ces dernières paroles étaient un baume. Elles semblaient sous-entendre qu'il ne lui était pas tout à fait indifférent de savoir si je l'avais oublié ou non. Puis il avait parlé de Thornfield comme de ma maison, comme j'eusse voulu que ce fût ma maison. Il ne quittait pas l'échalier et je n'avais guère envie de le prier de me laisser passer. Je lui demandai bientôt s'il n'était pas allé à Londres. « Si », me répondit-il, « vous l'avez sans doute deviné grâce à votre don de seconde vue. » Mrs. Fairfax me l'a écrit. Vous a-t-elle dit quel était le but de mon voyage ? Oh oui, monsieur, tout le monde le savait. Faudra que je vous montre cette voiture, Jane, et que vous me disiez si vous trouvez qu'elle conviendra bien à Mrs. Rochester. N'aura-t-elle pas l'air de la reine Boadicée quand elle s'appuiera sur ses coussins pourpres ? Je voudrais bien, Jane, que mon physique soit un peu mieux assorti au sien. Voyons, dites-moi, fée que vous êtes, ne pouvez-vous me donner un charme, un filtre ou quelque chose de ce genre pour faire de moi un bel homme ? Cela dépasse la puissance de la magie, monsieur. Et j'ajoutais en moi-même des yeux aimants. Voilà tout le charme requis. Pour de tels yeux, vous êtes assez beau, ou plutôt, votre air sombre a un pouvoir qui dépasse la beauté. Mr. Rochester avait parfois deviné mes pensées avec une pénétration que je n'arrivais pas à comprendre.
Aussi, dans la circonstance présente, ne tint-il aucun compte de ma soudaine réponse et me sourit-il d'un certain sourire qui lui était particulier et qu'il n'avait qu'en de rares occasions. Sans doute le jugeait-il trop précieux pour exprimer de banales intentions. Ce sourire était le vrai soleil de la tendresse, et en cet instant, Mr. Rochester m'inondait de ses rayons. « Passez, Jeannette, dit-il, en faisant de la place pour me permettre de franchir l'échalier. Allez à la maison et reposez sur un seuil ami vos petits pieds errants et fatigués. » Je n'avais plus maintenant qu'à lui obéir en silence. Il était inutile de poursuivre la conversation. Désirant le quitter avec calme, je gravis sans un mot les marches de l'échalier. Une impulsion violente, irrésistible m'obligea à me retourner et à dire, ou plutôt quelque chose en moi prononça pour moi, malgré moi, ces paroles. « Je vous remercie de votre grande bonté, Mr. Rochester. Je suis étrangement heureuse de revenir auprès de vous. En quelque lieu que vous soyez, là sera ma maison, là seulement. » Je me mis alors à marcher si vite que l'eût-il voulu, il aurait eu de la peine à me rejoindre. La petite Adèle fut à moitié folle de joie en me voyant. Mrs. Fairfax me reçut avec son amicale simplicité habituelle. Lee me sourit. Sophie elle-même me dit « Bonsoir » d'un air joyeux. Cela me fit vraiment plaisir. Il n'y a pas de bonheur comparable à celui d'être aimé de ses semblables et de sentir que votre présence ajoute à leur satisfaction. Ce soir-là, je fermais résolument les yeux pour ne pas voir l'avenir. Je me bouchais les oreilles pour ne pas entendre la voix qui ne cessait de me parler de proches séparations et de chagrins futurs. Après le thé, Mrs. Fairfax prit son tricot. J'étais assise près d'elle sur une chaise basse. Adèle se tenait à genoux sur le tapis, blottie contre moi. Notre mutuelle affection créait une atmosphère qui semblait nous entourer d'un cercle de paix merveilleux. Et je priais Dieu en silence de ne jamais nous séparer. C'est dans cette attitude que nous surprit Mr. Rochester, entrant sans s'être fait annoncer. Il parut prendre plaisir à regarder le groupe si uni que nous formions, et dit alors que la vieille dame devait être heureuse d'avoir retrouvé sa fille d'adoption, qu'Adèle était prête à croquer sa petite maman anglaise. J'osais presque espérer que, même après son mariage, il nous garderait ensemble quelque part, à l'abri de sa protection, sans nous bannir complètement de sa radieuse présence. Après mon retour à Thornfield, 15 jours se passèrent dans un calme incertain. Personne ne parlait du mariage du maître et je ne voyais aucun préparatif en cours en vue d'un tel événement. Presque chaque jour, je demandais à Mrs. Fairfax si elle n'avait pas entendu dire qu'une décision eût été prise, mais sa réponse était toujours négative. Un jour, disait-elle, elle avait effectivement demandé à Mr. Rochester quand il allait amener sa fiancée au manoir. Il lui avait alors répondu par une plaisanterie accompagnée d'un de ses regards bizarres, si bien qu'elle ne savait pas ce qu'il fallait en penser. J'étais surtout étonnée de l'absence d'allées et venues entre Thornfield et Ingram Park. Mr. Rochester ne se rendait jamais à Ingram Park, éloigné, il est vrai, de 20 milles, et à la limite d'un autre comté. Mais que signifiait cette distance pour un amoureux plein d'ardeur? Pour un cavalier entraîné et infatigable comme Mr. Rochester, ce n'était qu'une promenade d'une matinée. Je me mis à caresser de chimériques espoirs. Le mariage était peut-être rompu, les rumeurs étaient sans doute sans fondement. Miss Ingram ou Mr. Rochester avaient pu changer d'avis. J'observais souvent le visage de mon maître pour voir s'il était triste ou courroucé, mais je ne me souvenais pas de l'avoir jamais vu d'une sérénité aussi constante, n'exprimant aucun sentiment d'amertume. Si, au cours des instants que je passais auprès de lui avec mon élève, je manquais d'entrain, si je tombais dans un inévitable abattement, il devenait même gai. Jamais il ne m'avait appelé aussi souvent en sa présence, jamais il n'avait été meilleur pour moi, et jamais, hélas, je ne l'avais autant aimé. Ah bah oui, j'ai envie de continuer, c'était le risque, hein. Il est quelle heure? Non, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Ah, et le soleil arrive. Formidable.
Ce matin, je repensais aux dernières lectures. Aux dernières lectures de Jane Eyre. J'ai mal au ventre. Et vous savez, à un moment, j'ai dû dire que j'avais du mal même à lire les comportements qui étaient un peu trop hautains ou méprisants. Ça me faisait culpabiliser, que je me sentais pas à l'aise. Et je repensais aussi à la lecture avec sa tante et ses cousines. Et le comportement de sa tante pas le comportement, les sentiments de sa tante qui n'arrivent pas qui a pu se montrer cruel, injuste. Et qui avait peur de Jane. Et Miss Ingram, c'est la même chose en fait. Je pensais que les comportements méprisants et hautains venaient sur... Alors après, ça devient une habitude, bien sûr, mais... Puis... Mais je crois que les personnes qui se comportent comme ça sont quand même profondément malheureuses. Et surtout, comment on dit, quand on n'a pas confiance en soi, je ne sais pas, je ne sais plus comment on dit. Mais je crois aussi que cela vient du fait que leur valeur dépend du regard des autres. Leur valeur qu'elles se donnent à elles-mêmes, ces personnes, dépendent de ce que les autres regardent ou voient. Et c'est assez triste de se dire que... Et c'est peut-être plus marqué chez les femmes. On les oblige pas, mais on les éduque plutôt. On les éduque à être comme ça. Il y a quelque chose aussi avec le physique et l'obligation de séduire, de plaire. D'instaurer des rivalités ou de la compétition. Avoir peur que quelqu'un vous prenne, vous arrache ce qui vous donne de la valeur. Je sais pas. Je réfléchis en même temps. Bon, c'est pas tout ça, mais je n'ai pas le temps de réfléchir. J'ai des choses à faire. Alors, je vais m'arrêter là. Et j'ai la gorge bloquée. Et voilà, j'adore cette lecture, mais vous le savez déjà. Mais comme de nombreuses lectures,
C'est vrai qu'elle est très sensée, Jane Eyre. Vous savez, alors, voilà, je repars dans une autre... parce que là, on parlait de son pouvoir de... Qu'est-ce qu'il me dit? Sa seconde vue, ou quelque chose comme ça. Et en fait, ça me fait penser à Leila et ses frères, ce film. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Très, 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 très bon film. Vous voyez, pendant toute une époque, je n'arrivais plus à aller au cinéma. Et donc, je ne le fais pas encore beaucoup. Mais j'allais voir vraiment que certains films vers lesquels j'étais... Bon, voilà. J'allais voir vraiment très peu de films. Et j'étais allée voir ce film. Et même dans la scénographie, c'est vraiment très très bien. Bon, je l'ai vu il y a quelques années, donc je ne me rappelle pas parfaitement. Mais je me rappelle encore de scènes très précisément. Et ce que je sais aussi, c'est que Leila, c'est une sorte de Cassandre. Elle a un petit peu cette seconde vue parce qu'elle observe et qu'elle connaît très bien sa famille et donc elle leur dit ce qu'il faudrait faire pour pouvoir avoir une vie meilleure et construire quelque chose qui vaille la peine et qui soit stable et fiable. Et personne n'écoute évidemment. Et là où Jane Eyre est peut-être plus forte, c'est qu'elle le sait. Elle dit avec beaucoup de lucidité à sa cousine: vous allez être emmuré, vous allez perdre votre bon sens ou on va vous l'arracher. Mais je ne peux... C'est votre décision, c'est votre choix et il n'y a que vous qui puissiez choisir de vivre cela ou autre chose. Voilà, c'est tout. Là, j'ai vraiment fini parce que je dois être en retard. Je suis toujours en retard de toute façon parce que je m'étends. Très bien, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle journée. Beaucoup de lucidité, de bon sens et de sensibilité couplée, voilà. Et tout ira bien. Voilà, j'espère que tout ira bien. Merci beaucoup pour votre écoute.